Des questions dans la salle sur l'exécution provisoire. Moi, j'ai des questions. Mais alors, c'est parfait. J'ai une question également. Oui, une, je voulais échanger avec toi, et une que je me pose à moi-même. Alors, je te laisserai répondre. non, tu vas répondre pour moi. Pour l'aménagement, tu vois, je pense aussi pour nous praticiens, c'est assez intéressant de s'en servir. Parce que, par exemple, quand on intervient pour un établissement bancaire, donc une partie solvable, qu'on est condamné en première instance, donc le jugement va être assorti de l'exécution provisoire. On fait appel, mais on craint par contre l'insolvabilité de notre adversaire et en cas de réformation, la restitution. C'est vrai que je l'ai souvent plaidé. Bon, maintenant il faut qu'on demande bien évidemment que l'exécution provisoire soit écartée. Et il va falloir qu'on démontre au juge que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. Et il va falloir qu'on lui démontre au juge les conséquences irréversibles. Par contre, je pense qu'au juge, si on lui demande un aménagement, c'est-à-dire de dire, pas une garantie, mais la consignation des sommes à laquelle c'est dépôt consignation, par exemple, etc., je pense que c'est une solution qui rentre quand même dans les aménagements de l'exécution provisoire, qui finalement lui donne une possibilité au magistrat de trancher, en fait, dans une solution qui me semblerait le plus protectrice des parties tout en conservant les principes. Tu vois, donc je trouve que cette notion d'aménagement de l'exécution provisoire, c'est quand même intéressant, ou à titre principal ou à titre subsidiaire, de pouvoir, dès la première instance, de l'utiliser. Et je ne pense pas que ça discrédite, si tu veux. Je ne sais pas quelle serait la solution en première instance. Je pense que ça, c'est une question qui pourrait être répondue par le juge, parce que ça revient à dire, je condamne la banque, mais en fait, je la condamne que sous réserve que ma décision soit confirmée en appel, parce que pendant ce temps-là, je demande j'ordonne la constitution d'une garantie ou la mise sous séquestre. Donc je ne sais pas si le juge qui condamne en première instance a nécessairement envie, dès ce stade-là, de faire ça. C'est vraiment dans les hypothèses où il n'est pas certain de sa décision, il est à peu près sûr qu'il y aura un appel et il est incertain de son issue. Ah oui. En revanche, c'est un argument qui peut être soulevé, et à mon sens valablement, au stade devant le premier président, où on peut justifier que là, on a été condamné, on sollicite l'arrêt, parce qu'on a un risque de non-représentation des fonds, et on propose à ce moment-là la condamnation. Ça permet de montrer en première instance qu'on est confiant sur notre dossier et qu'on ne demande pas de constitution, et si d'aventure on perd, de se rattraper devant le premier président. Je ne ferai pas comme ça. Sur la consignation, moi j'aurais une question. Le texte dit la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, etc., peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces, valeur suffisante pour garantir, etc. Est-ce que, à votre avis, cette consignation, ou plutôt le fait d'éviter l'exécution provisoire, eh bien c'est de droit? À partir du moment où on saisit le juge et qu'on lui offre de consigner des sommes, est-ce que le juge a un véritable pouvoir d'appréciation? Est-ce que, par exemple, si l'on propose de consigner eh bien, toutes les sommes qui sont exécutoires en vertu de l'exécution provisoire de droit, le juge a-t-il vraiment un pouvoir d'appréciation et peut-il rejeter cette demande? À mon avis, il a un pouvoir d'appréciation. Et il peut rejeter la demande de devoir aménager et concrètement dire non, l'exécution provisoire est ordonnée, ou l'exécution provisoire je ne l'écarte pas, ou etc. Et rejeter cette demande d'aménagement. Je suis assez d'accord, et le vocabulaire qui est utilisé par le rédacteur des textes change un petit peu sur les conditions. Quand il fixe des conditions, il dit dans telles conditions, on peut demander l'arrêt de l'exécution provisoire. On sent que c'est quasiment une compétence liée. Alors, le juge reste maître de l'appréciation de la réalisation de la condition, mais il doit le faire si les conditions sont réunies. Alors que pour l'aménagement, ça reste toujours une faculté du premier président de l'ordonner. Donc on sent que c'est vraiment complètement discrétionnaire. Et le premier président, le juge du fond, parce que l'aménagement se fait en première instance, comme devant la cour d'appel, le premier président, au conseil de mise en état. Alors, moi j'avais une question à moi-même. Mais pardon, la partie peut éviter
que l'exécution provisoire soit poursuivie à partir du moment où elle consigne, certes sur autorisation du juge. Est-ce que le juge qui rejette ne commet pas quelque part un abus de pouvoir, puisque, encore une fois, le texte dit la partie condamnée peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie sous réserve qu'elle consigne. C'est une possibilité. Je ne pense pas qu'il commet un excès de pouvoir. Pour ma part, j'ai des décisions de la Cour d'appel de Nancy dans les deux sens. Non, mais voilà. Et je comptais beaucoup sur votre Non, mais aide. ça ne veut pas dire que je ne le regrette pas, parce que par exemple, moi j'ai eu des cas où le juge n'a pas fait droit à notre demande d'aménagement, d'une consignation des sommes. Il s'avérait que j'avais raison. L'arrêt m'a cassé, on ne m'a jamais rien rendu. Les gens sont insolvables. Alors j'ai envie d'aller lui montrer au juge la décision, lui dire, mais c'est mal jugé peut-être, mais je ne pense pas qu'il en fait un abus de pouvoir. Alors moi, je voulais partager avec vous un cas. Donc le décret, là, en ce qui concerne l'exécution provisoire, est applicable pour toutes les instances introduites à partir du 1er janvier. Alors, quel est votre avis dans le cas d'un jugement qui est obtenu à la suite d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer? Quelle est la date qu'on doit prendre en compte? L'opposition? La date de la requête? La demande, c'est la requête. Donc, j'aurais tendance, mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que l'opposition n'est pas une demande, l'opposition est un recours. Voilà, c'est un donc recours. c'est la requête qui compte, c'est la date de la requête. L'opposition, c'est pas une nouvelle assignation, c'est une contestation de la décision qui a été rendue. Oui, c'est simplement la qualité après des parties devant les juridictions que ce donc soit. c'est la requête. Ok. Alors, ceci étant, on peut peut-être hésiter quand même, parce que le texte dit que le jugement rendu sur opposition à injonction de payer se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il anéantit. Oui, alors, mais quelle est la conséquence de cet anéantissement? C'est l'anéantissement de l'ordonnance, mais ce n'est pas l'anéantissement de toute la procédure. La procédure, elle a commencé par la requête. Moi, j'ai tendance à penser que c'est la requête qui a commencé la procédure. Je voudrais poser une question. Il y a des questions peut-être? Ah oui, volontiers. Avec le micro. Sur Internet, j'ai une question, oui. Alors moi, j'avais juste une question, parce qu'en fait, mon premier président me dit que je ne peux pas demander une consignation suite à une ordonnance de référé. Tu peux pas demander une consignation? Je comprends toujours pas. Hein. Donc la dernière fois, j'ai eu un renvoi. Elle m'a dit regardez, maître, je pense que votre demande n'est pas recevable. Sincèrement, je ne comprends pas du tout. Oui. Ça ne l'évoque pas, mais ça ne l'exclut pas non plus de manière expresse. Hein, 514.2 dit que les ordonnances en référé ne peuvent pas être écartées. L'exécution provisoire, elle ne peut pas être écartée par le premier. Par l'exécution provisoire, Ça ne veut pas dire que le premier président ne peut pas l'aménager. Okay. Voilà, il te dit que l'exécution provisoire ne peut pas être écartée. Mais toi, tu demandes dire que je ne peux pas aménager cette exécution. Oui. Tout à fait. L'aménagement, c'est autre chose. Le texte le dit qu'on ne peut pas l'aménager. Attends, les textes de l'aménagement, c'est 514 devant la Cour d'appel et l'aménagement, c'est 517. Non, mais je les ai bien relus tous les deux. Et moi, je n'ai pas lu. Attends, on va voir. Mais mon délégataire, là, me soutient que ce ne serait pas possible. Parce qu'il s'agit d'une ordonnance de référé. Ah, c'est pas... Non, sincèrement, j'ai tendance à partager ta surprise. Nous étions un certain nombre à ne pas être d'accord avec sa position. En fait, oui, tu ne peux pas écarter l'exécution provisoire, mais... Il est possible qu'il considère sur 514.1 alinéa 3, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. On est d'accord? Voilà. Mais ça, c'est le juge de première instance. Donc le juge de première instance ne peut pas le faire, ça on est d'accord. Oui, mais ça c'est ce qu'on a dit, il ne peut pas être écarté, l'exécution provisoire, mais elle peut... Elle est une exécution provisoire obligatoire. 514.5, effectivement, ne parle pas spécifiquement de... Mais tu peux l'aménager. Mais
Bon, après, on peut ton juge te dit que tu es irrecevable, C'est carrément. le rejet de la demande de tendant à avoir écarté l'exécution provisoire. Là, il n'y a pas de rejet, puisque de toute façon, en référé, il ne peut pas le faire. Donc, il ne peut pas y avoir de rejet. C'est peut-être pour ça qu'il motive comme ça. De quoi, pardon? Le 514.5 nous dit le rejet de la demande tendant à avoir écarté ou arrêté l'exécution provisoire. Il ne peut pas y avoir de rejet pour l'aménagement. Pardon, 514.5, le rejet de l'exécution provisoire. Tout à fait. Je pense. Donc, à mon avis, effectivement, il a peut-être raison. On peut pas aménager, effectivement, parce que c'est une ordonnance de référé. Le juge statut référé. Bon, on fait, oui peut-être à la limite, c'est une interprétation extensive de ça. Ça fait longtemps. Oui, Charles Simon, j'ai une question, parce que c'est un sujet que j'adorais la règle de l'exécution provisoire avant la réforme. On m'entend? Charles Simon, je l'ai dit. Pardon, Charles Simon. Je suis avocat à Paris. Charles Simon, avocat à Paris. Oui, j'ai une question. J'avais fait pas mal d'exécutions provisoires, et puis avec la réforme, je suis un peu désespéré. Mais sur l'article 521, c'est vrai que vous avez présenté de la façon classique avec l'exécution provisoire de droit, l'exécution provisoire ordonnée. Mais l'intérêt de l'article 521 qui porte sur la consignation, c'est que c'est dans les dispositions communes. Oui, donc, on est d'accord, dans la section 3. Ça s'applique à l'un et à l'autre. On est d'accord, oui. Et le point qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'y a aucune condition, en fait. Effectivement, au-delà qu'il y a marqué qu'il peut l'ordonner, il n'y a absolument aucune condition. Donc, je n'ai pas à avoir contesté en première instance, je n'ai pas à montrer les conséquences manifestement excessives, ce qui fait effectivement un problème de pouvoir discrétionnaire du juge, puisqu'il n'y a aucune condition, il peut juste. Je voudrais juste avoir votre sentiment là-dessus. Moi, j'avais le sentiment qu'il fallait du coup conseiller à nos clients de le demander systématiquement, mais on sait très bien que les clients ne veulent jamais sortir l'argent. En tout cas, c'est un problème que je vis fréquemment. Donc, j'aurais voulu avoir votre avis sur cette question. Donc, vraiment, le champ d'application de 521 qui permet pour moi de le sortir dans tous les cas. Et effectivement, est-ce que ce n'est pas une pratique qu'il faut qu'on développe? Et juste un point, donc 521, c'est peut-être un élément de réponse, c'est la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. Peut éviter l'exécution en consignant. Donc il y a toujours... c'est plus 521, mais 521, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des dispositions sur l'aménagement dans les parties sur l'exécution provisoire de droit et facultative, et dans les dispositions communes qui s'appliquent à tout. Donc j'ai jamais trop compris la façon dont tout ça a été articulé. Mais voilà, mais je crois qu'il y a beaucoup de questions, de façon assez amusante, j'ai demandé la parole tout de suite, j'ai attendu un peu, mais il y a beaucoup de questions sur l'aménagement, et notamment sur la consignation. Donc j'aimerais vraiment votre sentiment sur cet article un peu bizarre, qui s'applique à tout en fait, et sans vraies conditions. Le 520... C'est 521. Ouais. Moi, je partage son avis. Je pense que l'esprit du texte, de toute façon, c'est qu'à partir du moment où une partie propose de consigner, l'exécution est assez assurée, donc les droits du créancier sont préservés et on préserve les droits du débiteur parce qu'on estime qu'il y a un risque. Donc en fait, c'est pas une décision qui fait préjudice à beaucoup de monde dans ce dossier-là. Je ne devrais pas le dire à tous les gens qui ont des dossiers contre des débiteurs qui récalcitrants depuis des années. Mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne incitation pour le juge à arrêter, enfin en tout cas à interdire, pardon, mon lapsus, je ne suis pas sûr que 521 autorise l'arrêt de l'exécution provisoire. Il dit simplement que l'exécution provisoire peut ne pas être poursuivie en cas de consignation, ce qui n'est pas exactement la même chose. Oui. C'est un aménagement et l'exécution forcée n'est pas possible, oui. Il n'y a pas de condition véritablement particulière. C'est simplement une appréciation du juge. 517. L'appréciation de la garantie. Il va devoir apprécier la garantie offerte pour savoir si cette garantie est suffisante ou pas. Plus que l'insolvabilité du créancier au terme de la décision de première instance, me semble-t-il. Ce n'est pas une condition qui est dans le texte. Quand même, le principe, au moins en première instance, reste quand même l'exécution provisoire. Donc, ces aménagements impliquent quand même qu'une des parties ne reçoive pas les sommes. Donc, mais les conditions sont indifférentes, parce que les conditions ne sont pas identiques quand c'est une exécution provisoire de droit ou quand c'est une exécution provisoire facultative, mais on peut toujours demander un aménagement ou la constitution d'une garantie. De la même manière que, donc peu importe la condition, vous n'avez pas à justifier d'une circonstance manifestement excessive ou pas pour solliciter une garantie.
Bon, est-ce que... Oui. Oui. Donc, beaucoup d'internautes se sont plaints de coupures de réseau. Ça ne dépend pas de nous, c'est des problèmes purement techniques. Et on vous prie de nous excuser pour tous ceux qui sont en visio. J'ai une dernière question pour clôturer ce thème. Au niveau des restitutions, il y a un débat lorsqu'il y a donc exécution provisoire et que le débiteur, en raison de l'exécution provisoire, paye. Et puis, devant la cour d'appel, 1 an, 2 ans, 3 ans après, la décision est réformée. Il va devoir restituer donc la somme d'argent, mais quid des intérêts de cette somme d'argent? Est-ce qu'il doit restituer également des intérêts? Et si oui, est-ce qu'il doit restituer ces intérêts de la somme dont le créancier a été privé pendant un certain temps? Enfin, est-ce qu'il doit restituer les intérêts à compter du jour où il a été payé au titre de l'exécution provisoire, ou à compter du jour de la décision de la Cour d'appel qui a réformé la décision, ou à compter de la signification de la décision de la Cour d'appel? Quel est le point de départ des intérêts que celui qui a bénéficié de l'exécution provisoire doit restituer? La signification. Alors, moi, j'ai pas la jurisprudence en tête, mais moi, je soutiendrais que la décision s'exécute aux risques et périls. L'exécution provisoire s'exécute aux risques et périls, et donc, évidemment, on aurait le droit à des dommages d'intérêt. Moi, je ne les demanderai pas nécessairement à compter de la décision ou de sa signification, mais à compter du moment de l'indisponibilité des sommes, c'est-à-dire le moment où je les ai payées en première instance. Je ne sais pas si c'est la décision. La solution est différente dans l'arrêt de la Cour d'appel. C'est-à-dire que si vous avez un arrêt de la Cour d'appel et que vous exécutez sous le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel, s'il y a une censure de la Cour de cassation, là, vous n'exécutez plus à vos risques et périls. Là, vous n'êtes pas, à mon sens, tenu de dommages d'intérêt. Même si ça nous... Pardon, j'ai fait une recherche rapide, mais je crois que c'est un arrêt de la Cour de casse, deuxième civile. Je crois que c'est 20 janvier 2011, 10 11 904, mais c'est assez sûr, c'est à compter de la signification de l'arrêt, ce qui est contesté par beaucoup de gens. Mais je pense que c'est cet arrêt-là. Je crois que tu as raison, oui. Et il y a eu un arrêt même ancien, mais qui est critiqué par la doctrine d'ailleurs, qui trouve que cette solution n'est pas juste. Et il y avait un arrêt de l'Assemblée plénière, de la Cour de cassation, Assemblée plénière en 95 déjà, mais c'est très critiquable et c'est très critiqué parce que il y a la personne qui a été privée d'une somme d'argent importante, ça peut être des sommes colossales, et depuis longtemps. Donc, il y a une question, pour terminer, il y a une question Internet. Alors, de monsieur ou madame, de Johan, qui nous dit, question pratique, rencontrée très récemment dans un dossier. La démonstration de l'existence de moyens sérieux. Alors, peut-on se satisfaire d'un seul moyen sérieux, ce qui semble s'induire de la rédaction de l'article en cause? Et deuxième partie de la question, en cas d'exécution provisoire partielle sur certains chefs seulement, le moyen sérieux en question doit-il obligatoirement porter sur l'un des chefs assortis de l'exécution provisoire? Question un peu délicate. Tout à fait, j'ai une jurisprudence peut-être à vous communiquer sur ce point si je la retrouve. Alors, premier président de la Cour d'appel de Paris, 25 mars 2021, numéro 21/205. Où c'était une partie qui procédait à un paiement partiel après le jugement. Et le premier président estime que le paiement partiel vient modifier le décompte. Et comme le décompte à la base était contesté, du coup, il y a un moyen sérieux de réformation en appel, puisque les sommes qui seront condamnées seront plus identiques à cause d'appel. Oui. Un conseil pour les débiteurs de payer une partie des sommes et de contester le décompte.
C'est qu'une décision, hein, une décision isolée. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est si le moyen sérieux d'annulation qu'il invoque doit avoir un lien. Micro. Ah, pardon. Si le moyen sérieux d'annulation qui est invoqué Doit avoir un lien direct avec la partie qui est assortie de l'exécution l'exécution provisoire. La partie, Voilà. parce que c'est une exécution provisoire. Lui sur demande de certains faits. l'arrêt de l'exécution provisoire partielle. Oui. Et à mon avis, il doit quand même, pour respecter l'article 514-3, invoquer un moyen sérieux d'annulation concernant cette partie. La partie assortie de l'exécution provisoire. À mon avis, ça a du sens. Ça, par contre, c'est pas une question qui est tranchée par l'arrêt. Non, c'est pour ça que je me suis permis. Bien, merci. Merci beaucoup. Oui, pardon. Une question. Isabelle Fèvre, donc de Toulouse. Imaginons en première instance, on a discuté de l'exécution provisoire et le défendeur dit je ne veux pas d'exécution provisoire pour X ou Y raison. Le juge maintient l'exécution provisoire. Est-ce qu'à votre avis, on peut ressaisir sur les mêmes motifs le premier président en fin de suspension de l'exécution provisoire? Alors c'est ça toute la c'est-à-dire que l'exécution provisoire est ordonnée alors que tu as demandé le rejet et tu demandes l'arrêt devant le premier président de la cour d'appel. En fait, devant le première instance, tu vas prouver la nécessité, la compatibilité et la nature de l'affaire, alors que devant le premier président, tu vas devoir prouver d'autres, je pense que tu es dans le cas d'une exécution provisoire qui a été ordonnée alors qu'elle est facultative, c'est ça? Ok. Donc, facultative. Alors, devant le premier président, c'est 517-1, donc les conditions sont autres. Ça ne doit pas être interdit par la loi, moyen sérieux de réformation et les conséquences manifestement excessives. Et tu peux demander des aménagements. Il y a certains délégataires qui disent qu'à partir du moment où il n'y a rien qui a été il n'y a rien de nouveau qui a été porté à la connaissance, en général, ils écartent. C'est difficile. Ils rejettent la demande. La question se pose différemment en matière d'exécution provisoire de droit, parce que là, il y a cette fameuse ajout de la condition de recevabilité. Sur la condition de la recevabilité, on avait justement un débat avec Carolina sur ce point. Les circonstances manifestement excessives que vous devez invoquer doivent être des circonstances postérieures à la décision que vous contestez. Mais ça ne s'applique que pour statuer sur la recevabilité de la partie qui a comparu en première instance et qui n'a pas fait valoir ses moyens de droit. Donc on est encore dans une autre hypothèse. Mais alors moi je voudrais partager avec vous dans la pratique, par contre on en a discuté, je ne sais pas si c'est avec Mickaël, etc. Finalement, dans la pratique, en première instance, si je suis dans le cas de l'exécution provisoire de droit, dans le schéma classique demandeur-défendeur, je suis demandeur, je ne bouge pas. Je suis défendeur, si j'ai intérêt à qu'elle soit écartée, je le demande, pour éviter le risque d'une irrecevabilité en appel, etc. Si je suis dans le cas d'une exécution facultative, moi, ce que je me posais la question, c'est parce qu'il y a cette possibilité du juge d'office de l'ordonner ou pas. Alors, est-ce qu'il faut qu'on bouge? Est-ce qu'il faut qu'on la demande? Est-ce qu'on a le risque que le juge d'office, finalement, si je ne la voulais pas, il la donne ou inversement? Est-ce que vous pensez qu'on peut être sûr dans la pratique, si le juge d'office agit, prend une décision, l'ordonne ou pas, il va rouvrir les débats pour permettre un débat contradictoire et permettre aux parties de s'expliquer. Parce que finalement, dans la pratique, on n'a pas intérêt à en dire trop, finalement, pour pas nous, finalement, créer le débat avec notre adversaire sur ce point. Mais ma question était, et si le juge d'office l'ordonne alors que je ne le voulais pas, je devrais être assurée, alors je connais les textes de procédure, etc., mais c'est vrai que dans la pratique, on peut avoir certains magistrats qui oublient le principe du contradictoire et qui ne rouvrent pas les débats. Est-ce que pour vous,
c'est un excès de zèle de se poser cette interrogation, ou obligatoirement vous pensez que le juge qui rend une décision d'office va rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'exécution provisoire ou pas? Il a l'obligation de rouvrir les débats. Il ne peut pas soulever un moyen d'office comme ça sans interroger les parties sur ses intentions. Alors, s'il ne le fait pas, c'est sûr. Donc Après, toi, tu serais de l'avis de ne pas bouger Non, et oui. tu es confiant qu'il y ait une rouverture des débats. Et puis sinon, ça sera justement en appel que ça se passera. Puisque le juge n'aura pas réouvert les débats, il y a un moyen de critique de sa décision. Il y a un moyen de critique, on pourra en appel critiquer sa décision en disant à la Cour, premier président, conseiller, je ne sais pas, on dira, mais le juge aurait dû ou réouvrir les débats, aurait dû interroger les parties, puisqu'il a soulevé d'office quelque chose. Alors, donc, on a un nouveau moyen pour faire réexaminer la question au niveau de l'appel. En fait, si tu veux, je me posais la question. L'exécution provisoire, par exemple, peut être ordonnée d'office par le juge. Bon. Facultative. Voilà. Est-ce que j'ai intérêt, si tu veux, à la demander, par exemple, si je suis demandeur, au risque que le juge d'office la rejette? Si elle est facultative de toute façon et que tu la veux, tu as intérêt de la demander. Non? Oui. Si elle est facultative et que toi tu la veux, Il faut la demander. tu as intérêt de Je la la demander. demande, oui. Là, ça, on règle le sujet. Si tu la demandes pas, tu l'auras pas. Non, si tu la demandes pas, il peut l'ordonner d'office. Voilà, Donc, si la tu la question, demandes, c'est- dans ce cas-là, c'est plus d'office. C'est dans le débat, et donc peu importe la quantité d'arguments que tu as mis, il peut l'ordonner. D'accord.